Étretat, modeste village de pêcheurs à ses origines, est devenu au fil des décennies une station balnéaire très prisée et qui fait la fierté de notre région. Ce petit bijou de la côte d'Albâtre a en effet attiré dans le pays de Caux de nombreux artistes. Les peintres Monet, Courbet, Boudin pour la beauté de ses falaises de craie, mais également Flaubert et Maupassant, sans oublier évidemment Maurice Leblanc, le génial auteur des aventures d'Arsène Lupin, qui fit la réputation de la ville grâce notamment à son livre L'Aiguille creuse. C'est cette richesse qui a inspiré tant d'artistes que vous propose de découvrir Vincent Châtelain, d'abord en décortiquant tous les mythes et les légendes qui circulent sur la ville en compagnie d'un photographe. Le trésor, il est quoi? Il est entre l'aiguille et... Hein, normalement Trésor, il est là. à l'intérieur de l'aiguille creuse. À chercher, à vérifier. Hein. Ensuite, direction le Clos Lupin, sur les traces du plus fameux des gentlemen cambrioleurs. Maurice Leblanc voyait réellement le personnage d'Arsène Lupin venir à lui raconter ses histoires. Après quoi, nous irons faire un état des lieux de la plage d'Étretat. On évalue à environ 500 kilos de galets qui s'en vont tous les jours pendant la saison. Les gens s'en vont avec des sacs entiers. C'est pas vrai. Avant de terminer par la découverte de vignes perchées sur les falaises. Histoire de se balader vous emmène cette semaine à la découverte des majestueuses falaises d'Étretat. Bon voilà, je suis sur le GR21. Je me dirige là, vers Étretat, mais juste au bord de la côte, c'est magnifique. Et ce que je vous propose aujourd'hui pour cette émission spéciale patrimoine, c'est de découvrir Étretat comme vous l'avez jamais vu. Allez! Wouhou! Ah là 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 là. Ah! Hop là! Ça va Emmanuel? Ça va et toi? Ouais, très bien. Alors toi, tu es photographe ici à Étretat. C'est ça qui t'inspire pour ton travail? Voilà mon paysage privilégié que je photographie par tous les temps. J'imagine que là, elles sont plutôt grises, mais elles peuvent facilement changer de couleur. Elles sont très changeantes en fonction de la lumière du soleil. Alors c'est incroyable cette installation là, c'est quoi? On va traverser des parcs à huîtres qui, à l'époque de la reine Marie-Antoinette, avaient été construits à sa demande, car madame voulait manger des huîtres finies d'affiner à Étretat. Donc en fait, elles venaient d'où? De Cancale, j'imagine? Ce sont des huîtres qui venaient de Cancale, qui étaient affinées pour quelques mois à Étretat et qui reprenaient la direction du château à dos de cheval. Ah, pas mal. Alors depuis, il y a eu des petits réaménagements parce que le béton armé, ça n'existait pas à l'époque. Hein. Tout à fait. Oh là là, c'est quoi cette cavité? Écoute, là, on va rentrer à l'intérieur d'un lieu qui a été baptisé le Trou à l'Homme, qui doit son nom au naufrage d'un navire suédois au XVIIIe siècle, dont tout l'équipage est mort. Et le matin du naufrage, un marin survivant s'est réveillé à l'intérieur, au fond de cette cavité, d'où le nom de Trou à l'Homme. Waouh! C'est un tunnel qui a été creusé dans les années 1920 par l'homme et qui nous emmène de l'autre côté de la falaise. La mythique aiguille creuse, la légende d'Arsène Lupin, en fait, qui, à elle toute seule, renferme le trésor des rois de France. Le trésor, il est quoi? Il est entre l'aiguille et... Hein, normalement? Le trésor, il est là. à l'intérieur de l'aiguille creuse. À chercher, à vérifier. Hein. Et alors, cette arche là-bas, elle est exceptionnelle. Hein, Et quand là, même. en fait, tu es en face de la manne-porte et qui, d'après Maupassant à marée haute, pouvait laisser passer un voilier, toute voile ouverte. Ah oui, d'accord. Un petit voilier quand même. Hein. En tout cas, il y a beaucoup d'imagination chez les écrivains, hein, ça c'est sûr. Ah, ça t'inspire, je sens. Oui. Bon, je te laisse faire, je te laisse faire les photos. Moi, je fais bam, 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 bam. Bah écoute, si tu as 5 minutes, je vais t'emmener, je vais te faire partager d'autres panoramas sur des endroits tout proches et qui sont tout aussi magnifiques. 5 minutes, j'ai beaucoup plus que ça, j'ai des On y heures va. entières. Hein. Et alors là, Attention, on a envie de sauter là. I'm
Waouh! C'est impressionnant comme site, hein? Et voilà, bah, je te présente l'aiguille de Belleval, qui se situe sur la commune de Bénouville, qui est un petit coin de paradis. Là, on est venu d'Étretat par le haut, donc en haut des falaises. On a mis quoi, une demi-heure, 3/4 d'heure. Si on veut passer par le bas de la plage, c'est possible ou pas? Tout à fait. On peut passer par le bas de la plage, donc à marée basse, bien évidemment, il faut faire attention au coefficient de marée. Pour les gens qui sont curieux de découverte, c'est très très joli à faire par le bas. Alors c'est vrai que d'Étretat, on connaît vraiment l'Arche, l'Aiguille Creuse, ça c'est le paysage, la carte postale d'Étretat. En revanche, ça c'est exceptionnel parce que des aiguilles isolées de la côte comme ça, est-ce qu'il y en a beaucoup en Normandie? À ma connaissance, sur la côte normande, non. C'est une aiguille qui un jour malheureusement finira par disparaître. Peut-être dans pas longtemps d'ailleurs même. Peut-être dans pas longtemps, à chaque coup de vent, chaque tempête, chaque gros coefficient, je pense que les gens qui sont très attachés à cette aiguille ont un petit frisson et un petit pincement au cœur. Il faut venir ici pour en profiter avant que la mer fasse son travail, l'érosion de la mer, du vent, et que Tout à fait. elle disparaisse. Eh oui. C'est un endroit ici qui particulièrement, toi, t'inspire? Pour moi, c'est vrai que quand j'en parle régulièrement, je le dis bien souvent à des gens qui veulent l'entendre, si vous voulez, je vous emmène voir Dame Belleval. Et en fait, pour moi, c'est une dame. Et donc cette dame Belleval a réussi à te séduire? Tout à fait. On peut dire ça comme ça. Ça te donne envie ou pas de shooter là? Encore et encore et Ah encore? bah encore et encore. Moi je te laisse Encore. faire alors. Ok. Je te laisse shooter l'aiguille. Now is the day, time to forget comes. Oui, alors parmi les secrets les mieux gardés ici à Étretat, il y en a plusieurs, mais le plus intéressant, c'est celui qui se passe ici dans cette maison, la maison de Maurice Leblanc, où il a créé le fameux personnage, c'est Arsène Lupin. Bonjour Vincent, ça va? Ça va Maryse? On se fait la bise? Ouais, oh. On a failli s'embrasser. Maryse, alors on est ici donc dans la maison de Maurice Leblanc. Exactement. Maurice Leblanc, qui est quand même un auteur très connu pour un de ses personnages, Arsène Lupin. Arsène Lupin. En espagnol. Arsène Lupin, parce qu'ici on est dans le pays de Caux, donc on parle un peu franc du collier, c'est Arsène Lupin. Maurice Leblanc, il a passé combien de temps dans cette maison? Alors on va dire qu'il a commencé à louer le Clos Lupin en 1915. Ouais. Et ensuite, grâce à ses droits d'auteur, il a pu l'acheter, donc en 1917 à peu près, et jusqu'en 1941. Donc on va dire qu'il a vécu à peu près une vingtaine d'années. Et pendant ces 20 ans, il a écrit combien de bouquins ici? Alors il a écrit 20 Lupins, mais il les a pas tous écrits ici, parce qu'en fait, l'Aiguille Creuse a été écrit en 1910, et donc comme il a habité ici à partir de 1915, vous pouvez bien imaginer qu'il n'a pas écrit ici, il a eu d'autres vies. On peut aller visiter la maison? Suivez-moi. J'y vais de ce pas. Ah, alors en fait, où arrive-t-on? Ah, mais c'est le bureau de Maurice Leblanc? C'est son bureau, le fameux bureau de Maurice Leblanc. C'est ici qu'il a écrit la plupart de ses histoires. Ces livres étaient plutôt bien documentés. Est-ce que lui se servait d'autres ouvrages? Parce que je vois qu'il y a pas mal de bouquins derrière pour étayer ces histoires. Alors il était fan, on va dire, de littérature et d'écrivains. Il a côtoyé, on va dire, Maupassant. Il était fan de Flaubert. Il connaissait beaucoup de choses, la philosophie, les mathématiques, la médecine. Et c'est pour ça que dans, l'œuvre de Maurice Leblanc, on va dire principalement les Lupins, c'est pour ça qu'Arsène Lupin est si intelligent. Ah oui. Donc il connaît forcément la C'est le philosophie. miroir de l'auteur, c'est ça? Exactement. Ah, en fait, il a d'accord. fantasmé sur son personnage et il a certainement autorisé son personnage à faire des choses que lui-même ne pouvait pas s'autoriser. Comme vous êtes directrice donc, de cette maison, est-ce que Maurice Leblanc et évidemment son personnage d'Arsène Lupin sont connus dans le monde, vraiment? Ou est-ce qu'il y a une notoriété internationale? Alors, Arsène Lupin, en fait, est une œuvre qui a été quasiment traduite dans toutes les langues. Ouais. On a des versions en arabe, en coréen, donc forcément en anglais, français, italien, espagnol. Est-ce que ce personnage, au fond, c'était lui?
Alors, quelque part, oui, il a donné beaucoup de sa personne, de ses fantasmes au travers d'Arsène Lupin. Et c'est vrai qu'il a des fois confondu un peu sa propre personnalité avec celle d'Arsène Lupin, jusqu'au point où, à la fin de sa vie, certains racontent qu'il avait un petit peu perdu la boule. Ah bon C'est-à-dire, ça se manifestait comment? Alors, il voyait réellement le personnage d'Arsène Lupin venir à lui raconter ses histoires. Je pense qu'Arsène Lupin, en fait, c'est un personnage multiple qui est lié à d'autres personnages, en fait. Il a dû lire pas mal les journaux où il y avait éventuellement... par exemple, on a réellement volé la Joconde. Les cambrioleurs qui, à l'époque, volaient des œuvres d'art, c'était dans les faits divers. Donc, il a utilisé, on va dire, beaucoup de faits divers, de personnes qu'il rencontrait. Et d'ailleurs, le personnage s'appelle Arsène Lupin parce qu'à l'époque, il y avait quelqu'un qui était dans la police, un haut fonctionnaire de police, l'équivalent, je pense, du ministre de l'Intérieur maintenant, qui s'appelait Arsène Lopin. Et donc, il a voulu un petit peu se moquer de lui. Alors, du coup, si Maurice Leblanc est persuadé d'avoir vu Arsène Lupin dans cette maison, moi, je suis aussi convaincu. Ça veut dire, c'est pour moi, hein, c'est ce que je ressens, il est encore là. Alors, moi, j'ai déjà vu. Alors, je le sens, je le ressens, en fait. La maison est habitée. on pourrait monter dans les étages pour voir peut-être s'il s'y cache. Si vous voulez bien me suivre. On est où ici? Donc c'est là qu'Arsène Lupin se déguisait, c'est là qu'il prenait toutes les identités multiples qui sont mises dans les tableaux. Ce sont donc les 47 identités d'Arsène Lupin. Et c'est ici qu'il se maquillait, qu'il changeait de personnage. Donc ça pouvait être soit un notable, un gueux ou un paysan. Donc comme ça, on ne le reconnaissait jamais. Parmi tous les costumes, celui qui est le plus connu? C'est bien entendu le chapeau de forme et la cape qui donc lui donne une allure de gentleman cambrioleur. Vas-y. C'est le plus grand des voleurs. Oui, mais c'est un gentleman. Il s'empare de vos valeurs. Sans vous menacer d'une arme. Gentleman cambrioleur est un grand seigneur. She's somehow closer now. Softly smile, I know she must be kind. Bonjour Étienne, vous allez bien? Ça va et vous? Très bien, merci. Alors, je vous retrouve ici sur cette plage de Galets. Oui. Est-ce que ça, vous considérez qu'à Étretat, que c'est l'or de la ville, en fait, ça? C'est l'or de la ville et la protection de la ville, par-dessus tout. C'est interdit à ramasser, mais les gens, là j'en ai vu tout à l'heure ramasser des galets, il n'y a personne pour leur dire qu'ils n'ont pas le droit. Il y a des panneaux qui avertissent que les gens n'ont pas le droit, avec sous peine d'une amende qui n'est jamais appliquée. Alors Donc, nous, on a fait un collectif qui s'appelle « Touche pas à mes galets ». Parce qu'on évalue à environ 500 kilos de galets qui s'en vont tous les jours pendant la saison. c'est pas vrai. Ah oui, Une demi-tonne de galets qui disparaît de la plage? Oui. Les gens s'en vont avec des sacs entiers. C'est pas vrai. C'est un vrai problème et on se monopolise à plusieurs habitants d'Étretat. Bon, bah, en tout cas, c'est bien que vous meniez cette action, Étienne. Merci beaucoup. Il y a de la mer aujourd'hui, là. Alors Loïc, vous, votre fonction, quelle est-elle exactement par rapport à la préservation de cet environnement? Alors, je suis chargé de mission au département de Seine-Maritime et mon travail consiste à mettre en place la politique de protection contre la mer sur le littoral de Seine-Maritime et notamment la protection des plages, le maintien des plages et la protection contre les submersions marines. Parce que c'est un risque qu'on peut avoir en étant ici à Étretat? Tout à fait. Notamment à Étretat, on a vraiment un risque de submersion marine avec des années où on a eu des tempêtes qui ont inondé le centre-ville. Alors ces falaises, pour ceux qui ne les connaissent pas, c'est quoi leur carte d'identité? Dimension, âge?
Dimension 80-90 mètres à Etretat. L'âge de la roche est de 65 à 95 millions d'années. Et puis au niveau de leur géomorphologie actuelle, de leur forme actuelle, c'est beaucoup plus récent, hein, ça date depuis 10 000 ans. Elles ont quelques rides, hein, quand même, on les voit. Hein. Mais alors, ces silex qui sont à l'intérieur donc de ces falaises, c'est ce qu'on retrouve là sur la plage? Ouais, tout à fait. En fait, quand la falaise s'érode, la craie est dissoute par l'eau et le silex reste. Il est roulé dans les vagues, il s'arrondit, et il devient... Ah bah attends, on va aller voir ça alors. Ah, ces fameux galets. Alors, les voilà. Alors si on les regarde comme ça, c'est vrai que, en fait, je les trouve relativement petits ces galets, non? Ah, effectivement, ils sont beaucoup plus petits qu'ailleurs parce que le galet d'Étretat reste dans la baie d'Étretat et il est brassé, il n'est pas renouvelé et il se trouve qu'il est beaucoup plus petit qu'ailleurs justement. Ouais. J'ai une collègue qui récemment a été au Japon, à Tokyo, et dans un magasin, elle a trouvé le galet d'Étretat qui était peint avec écrit en dessous galet d'Étretat. Donc, malgré les interdictions, il y a du galet qui disparaît de la plage malheureusement. Et qui se retrouve dans le monde entier alors. Voilà. Je comprends bien l'effet amortisseur des galets. Les vagues qui tapent dessus, on entend ce bruit, on imagine l'onde de choc qui est amortie par les galets. En revanche, quand on arrive ici, c'est plus la même chose, quoi. Alors effectivement, en ce moment, il n'y a plus de galet ici, puisqu'il est parti sur la partie est de la plage. Donc effectivement, les vagues déferlent directement sur l'ouvrage. Il faut imaginer le même ouvrage avec un coefficient de 100, une surcote d'1 mètre supplémentaire et des vagues de 3-4 mètres. Les vagues déferlent sur l'ouvrage, passent par-dessus. Et les restaurants ici, par exemple, en 1990, ils ont été complètement ravagés. Alors le galet, ça empêche la submersion. J'imagine que s'il n'y avait pas de galet, du coup, les vagues iraient déferler carrément ici, on va dire, sur ce passage. Ça veut dire que les surfeurs, ils finiraient leur mouvement sur le dur. Et ils iraient à l'hôpital. Alors, ah oui, en cas de submersion, ça aussi, c'est quoi ça d'ailleurs, en fait? Ça, c'est une caloge. C'est une cabane traditionnelle de pêcheurs. En fait, avec les vieux bateaux, ils remettaient un toit dessus et ça leur faisait une cabane pour remettre le matériel de pêche. Sympa la cabane. Toi, tu as eu l'idée de planter des vignes qui sont là. Tu en es au début en fait, de la plantation, c'est ça? Il y en a combien pour l'instant? Là, on est en phase d'essai, on a 30 pieds. Hein, alors évidemment, c'est tout petit. Allez, viens Vincent, on va regarder ça. Tu vois, ici, il y a une protection. Est-ce que tu sais pourquoi est-ce qu'on met des protections ici? Parce que la vigne est pudique. Hein, elle a besoin. C'est pas parce qu'elle a besoin de se cacher, c'est parce qu'elle a besoin de se protéger des lapins. Parce que quand le pied de vigne démarre, tout ce qui part, toutes les pousses, toutes les mousses, on appelle ça les mousses, puisque c'est tout mou, d'accord? Eh bien, c'est extrêmement sucré, comme si c'était déjà du jus de raisin, pratiquement. C'est extrêmement sucré. Donc le lapin, dès qu'il s'approche, c'est tendre, c'est sucré, donc il s'attaque à toutes les feuilles. Ah, ok, d'accord. Et si jamais tu perds tes feuilles la première fois, tu as juste encore une seule chance. C'est-à-dire qu'elles peuvent repartir une deuxième fois. Ouais. Si le pied est mangé une deuxième fois, le pied va mourir. Ah oui, d'accord. Donc ici, on n'aime pas trop les lapins déjà. Ici, les lapins, on n'est pas copains. Voilà. Donc, tu vois... Donc voilà cette belle liane. Alors, ici, elle a quel âge, là, celle-là? Ce pied de chardonnay a été planté au mois de mai. La feuille, voilà, elle est existante, elle est encore bien verte. Ça veut dire que le pied est bien vivant. Donc nous, ce qu'on espère, c'est que l'année prochaine, il va y avoir 2-3 départs supplémentaires, que le pied va prendre de la force. Évidemment, le cep va grossir.
Et ce qui est intéressant, c'est que tu peux le constater ici. Mais comment ça peut pousser là-dedans? On Enfin, a- on dirait de la terre, ça c'est de la terre quand même. C'est beaucoup plus de craie que de terre. Donc le mieux quand on démarre les plantations, c'est d'aller apporter un peu de terre la première année pour que le pied puisse se nourrir. Ah oui, d'accord. Et ok. ensuite, le pied, il va se débrouiller, quoi. Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on va avoir un goût plutôt minéral. Ah. Et on va avoir un goût qui va, en tous les cas, une texture assez velours, assez soyeux. Est-ce que par exemple ici, la vigne, elle va s'enfoncer jusqu'à 5-6 mètres pour aller puiser tout ce qu'il y a comme arôme intéressant dans ce sol? On va la contraindre, c'est-à-dire qu'autour du pied, on va passer un outil qui va couper les racines de surface. Ok. Comme ça, la vigne va être privée de l'eau de surface. Et la racine mère, les racines les plus importantes, ouais. les plus costauds, elles vont descendre D'accord. assez profondément. Ok. Voilà. Ah oui, Et d'accord. le maxi, je pense ici, Ah oui. ça serait une bonne dizaine de Ah mètres. quand même. Mm. Ah d'accord. Et cet espace, on voudra en faire une sorte de laboratoire. C'est-à-dire qu'on va essayer des choses, notamment au niveau des traitements. On va essayer de traiter les éventuelles maladies avec de l'eau d'étretat, de l'eau de mer. On va essayer de se rapprocher au maximum de quelque chose de naturel et surtout lié à toute la matière qu'on a autour de nous. Alors, dans un premier temps, des traitements à l'eau d'étretat pure, on va bien voir ce que ça donne. Ensuite, on va diluer peut-être l'eau d'étretat avec de l'eau douce. Et puis surtout, ce qu'on fera, c'est qu'on fera des traitements, par exemple, d'une journée ou deux, et après, on ira peut-être rincer le pied Ah oui, pour d'accord, éliminer voilà. le sel qui Ah, va ok. empêcher la photosynthèse, puisque la feuille va se rétracter, va brûler, etc. Pour le moment, vraiment, c'est important. Il ne faut pas s'imaginer voir des bouteilles sortir de ce vignoble d'ici 2 ans ou 3 ans. Je pense qu'on mettra au moins 6-7 ans avant de mettre quelque chose au point. Ici, précisément, sur la ville d'Étretat, est-ce que dans l'histoire, même si on remonte à longtemps, il y a pu avoir des vignes? Il y a eu des vignes gallo-romaines, ce qu'on appelle la vie-vigne. César, pour récompenser ses garnisons, avait mis de la vigne pour que les gens aient des choses à boire. Alors moi, je suis pas romain, mais je veux bien t'aider à planter de la vigne. Eh bien, écoute, ça tombe bien parce que juste en contrebas, on va être dans la craie pleine Ah ouais. et nous allons mettre un pied de vigne qui va être entre la terre et l'air. I should call you up, invest a dime, and you say you belong to me. So ease my mind, imagine how the world could be so very fine, so happy. Non, mais Ludovic, en fait, c'est du silex, ça. Comment tu peux planter là-dedans? On fait des essais dans la craie pleine. La première année, on met un peu de terre végétale. Ah, d'accord. Et une fois que la terre végétale a été exploitée par la vigne et qu'il n'y a plus de matière nourricière, eh bien la vigne avait été obligée de se nourrir dans la craie directement. Pas de choix. Bon, bah, il faut creuser, c'est ça, alors? Alors là, tu vois, Attends, regarde. Attends, je creuse. non, avec le Mais comment silex, ça tu va veux être un peu creuser compliqué. avec... Sauf si Ah non, tu non, mais moi, je fais comme les Romains, hein. Mais non, faisais pas comme ça? les Romains, ils étaient un peu plus organisés. Et nous, on a un Je viens de me outil. faire casser. Nous, on a un outil qui s'appelle la baramine. Avec la baramine, tu vois, tu n'as pas le choix que d'aller taper. Ouais, sur les bords. La particularité de cette plantation, c'est que la première année, on va mettre le pied de vigne dans un pot. Ah, On va faire un mélange de craie et de terre végétale. Et on va mettre la moitié du pot dans la craie et l'autre moitié hors sol. Allez, vas-y. Allez. Et là, tu te rends compte qu'en fait, les couches supérieures sont friables Dur. et que là, on est vraiment dans le cœur de la falaise. Ici, je récupère cette matière décomposée. On mélange de la terre et de la craie. Alors, le chardonnay qui est utilisé ici, c'est un chardonnay qui, bien entendu, aime la matière, la craie. On ne peut pas mettre n'importe quel cépage en contact avec cette craie. Je vais chercher un pied. Là, je positionne mes racines en plein milieu. Voilà. Ce qui est important, là, c'est que la matière est vraiment aérée. C'est ça, ouais, c'est très aéré. Ça- Ouais. Alors là, on le plante aujourd'hui. Oui. Si je reviens dans 4 ans, il sera à quelle hauteur? Alors, si tu reviens dans 4 ans, peut-être que je l'aurai déplanté pour aller le mettre ailleurs. Alors, comme c'est toi qui l'as planté, celui-ci, je vais le laisser. Ah, ça c'est sympa. Voilà. C'est important que tu puisses voir la progression de ce pied de vigne. Je t'encourage à venir me voir tous les ans. On attend, qui vivra verra. First part of the journey, I was looking at all the life. There were plants and birds and rocks and things. There was sand and hills and rain. The first thing I met was a fly with a buzz and the sky with no clouds. Bon bah voilà, c'est la fin de l'émission. Je vous quitte depuis ce magnifique jardin d'Étretat. Alors regardez la vue exceptionnelle. Ce qu'on voit là-bas, l'aiguille creuse et l'arche, c'est le paysage qui intéressait particulièrement Claude Monet.
le fameux peintre créateur de l'impressionnisme, qui se mettait juste là et qui venait justement croquer le paysage et la falaise. Voilà, je vous dis à très bientôt, on se retrouve pour de nouvelles aventures d'Histoire de se balader. Ciao! After 2 days in the desert sun, my skin began to turn red. After 3 days in the desert fun, I was looking at a riverbed. And the story it told of a river that flowed made me sad to think it was dead. You see, I've been through the desert all